Je vous présente Jean-François Sylvain, qui est le président de la FRB. La FRB, Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et qui donc va notamment nous parler des conclusions de la plateforme internationale de la biodiversité, l'IPBES, qu'on appelle aussi, mais ça passera, c'est le temps que tout le monde s'y fasse, le GIEC de la biodiversité. Et c'était les questions qui commençaient à être posées, voilà, sur les enjeux scientifiques et pourquoi finalement il est tellement important de se mobiliser. On va avoir un décryptage. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Humanité Biodiversité de m'avoir invité pour parler de la 7e plénière de l'IPBES. Alors je précise tout de suite que je n'en parle pas, je ne représente pas ici la plateforme internationale, ni de près ni de loin, mais la FRB. Donc quelque part on aura aussi un regard critique par rapport à ce qui a pu se passer. Donc pourquoi on se focalise là-dessus? Parce que c'était l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services. Alors, comment dirais-je, un rapport d'évaluation IPBES, c'est quoi? C'est en gros 3 ans de travail, 3 à 4 ans de travail, et le rapport qui va générer un rapport. Ce rapport, il est d'abord défini par un cadrage préliminaire qui est décidé par l'IPBES, qui est adopté en plénière. Ça fait plusieurs centaines de pages. Le dernier rapport, c'est 1800 pages. Donc ça vous donne une idée de la chose. 6 chapitres, on va y revenir. Un résumé exécutif pour chaque chapitre. Ça va être important, vous allez voir. Et ce rapport, il est examiné 2 fois par des experts extérieurs au cours de sa création, si je veux dire, et 1 fois par les États. Donc il n'apparaît pas comme ça. Et ce rapport va inclure un point très important, c'est un résumé pour décideurs. Ce résumé pour décideurs, c'est une vingtaine de pages qui vont présenter les messages clés du rapport. Donc, si vous voulez, ce rapport, c'est plusieurs centaines de chercheurs qui ont travaillé pendant 4 ans à la préparation et qui vont travailler sur des centaines et des centaines d'articles scientifiques et aussi de la littérature grise, etc., pour aboutir donc à cette synthèse extrêmement complète dont on ne voit à travers le résumé pour décideurs que la partie, j'allais dire, que les messages clés, pas la partie émergée de l'iceberg, mais globalement, on va se retrouver avec, je dirais, un certain nombre de pertes d'informations à mesure que l'on va vers la synthèse. Donc, pour celles et ceux qui en ont la possibilité, le rapport est disponible en ligne, il est intéressant d'aller le voir dans son intégralité parce qu'il regorge, je dirais, d'informations extrêmement précises. Bon, alors on va passer directement au message clé du rapport. Donc, comme ça a été dit, détérioration de la nature et de ses contributions à la qualité de vie donc des populations. Quand on parle justement de qualité de vie des populations, on parle de services en particulier, et ces services donc se dégradent à l'échelle mondiale. On sait que de plus en plus de nourriture, d'énergie et de biens matériels sont produits et consommés au détriment de la capacité future justement de la nature à fournir de ces fameux services matériels, mais aussi au détriment de la capacité de cette nature à assurer un rôle de régulation et en même temps naturellement au détriment des services non matériels. Alors comme ça a été dit, la biodiversité sur l'ensemble de la planète a été endommagée significativement, avec donc 70% des terres, 40% des océans et 50% de l'étendue des cours d'eau altérés. Et jamais autant d'espèces, un quart des espèces animales et végétales n'ont été menacées d'extinction par l'espèce humaine comme récemment. Donc on a des risques associés à la perte de biodiversité, à la perte aussi de diversité génétique au niveau de la sécurité alimentaire. Alors nous, notre position aussi en tant que chercheurs, on est un certain nombre de chercheurs à s'inquiéter, on va le voir. Bon, voilà, le déclin accéléré de la biodiversité. Bon, ça a été médiatisé sous la forme d'1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction. Et comme cela a été dit par Christophe, l'important aujourd'hui, c'est pas obligatoirement de raisonner en extinction d'espèces, en risque d'extinction d'espèces, mais c'est d'abord de raisonner en effondrement de population. Que pour faire disparaître une espèce, il faut tout de même, j'allais dire, le faire entre guillemets. Il y a souvent des populations géographiques, etc. Donc il faut arriver à éliminer tout ça. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est des effondrements d'espèces, que ce soit chez les oiseaux, que ce soit chez les insectes, qu'on pensait résistants à tout, hein, bien sûr sur les mammifères, etc. Hein. Donc là, vous avez ici donc, un schéma qui vous montre justement les risques d'extinction dans différents groupes taxonomiques. On peut prendre ici les amphibiens, hein, ou les oiseaux, les amphibiens qui en plus sont atteints par une maladie fongique dramatique au niveau planétaire, ou les oiseaux qui subissent de plein fouet justement les fameuses pollutions chimiques. Voilà. Hein. Voilà, et là vous avez ici des éléments, je reprends donc ici les schémas de l'IBES, hein, des éléments sur les extinctions depuis les années 1500, hein, et ici depuis 1980, vous voyez les tendances. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est un certain nombre de chercheurs à s'inquiéter, là plus spécifiquement, sur le sentiment que l'on a, à partir des travaux scientifiques, d'une accélération récente de l'effondrement des populations. Donc ça, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, mais ce qu'on voit, alors c'est peut-être aussi parce que la qualité des travaux augmente, etc., mais on est bien dans une accélération aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème. Donc là, on a des indicateurs, on a insisté, nous, FRB, pendant la session, sur la mise en avant d'indicateurs d'état et de tendance, hein, en particulier la question de l'empreinte écologique de nos pays, hein, comment réduire cette empreinte écologique, puisqu'on sait qu'elle est beaucoup plus importante chez nous, par exemple, que les capacités même de nos territoires à assurer justement tout ce dont on a besoin. Hein. Alors, les messages clés du rapport, bon, ben tout à l'heure, Yann en a parlé, donc c'est l'incidence accrue des facteurs directs et indirects de changement globaux de la biodiversité. Donc, les facteurs directs, je vous les rappelle, changement d'usage des terres et des mers, exploitation directe des ressources, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes. L'intérêt de l'IBES, disons la valeur ajoutée du travail de l'IBES, ça a été quelque part d'en faire une classification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette liste, hein, avec bon, des petits bémols en fonction des continents, etc., elle correspond à l'importance relative de ces pressions donc, sur la biodiversité. Ça, c'est une des sorties du travail de l'IBES. Et puis, à côté, hein, il y a aussi des facteurs indirects. Ces facteurs indirects, c'est les modes de production, hein, les modèles de production et de consommation, c'est la démographie. Donc, le mot a été utilisé, on sait que c'est un mot délicat, mais ça a été dit. Hein, le commerce, l'innovation technologique, la gouvernance. Un focus a été fait très fortement sur l'agriculture productiviste, qui a un impact négatif très important, hein, alors avec aussi les questions de foresterie non durable, de la chasse, de la pêche, qui est aussi à l'origine de la surexploitation des océans, si on n'y fait pas gaffe. Le changement climatique exacerbe les autres facteurs, hein, et les effets de ce changement climatique, on le voit dans les publications récentes, s'accélèrent. Hein. La pollution plastique, par exemple, a été multipliée par 10 depuis 80, et un cinquième de la surface de la planète est menacée par les espèces exotiques envahissantes. Donc ça reprend un peu tout l'ensemble de la vision. Alors cette explosion démographique et celle du commerce international, en augmentant la demande de ressources, a conduit les humains, nous, l'humanité, à moins favoriser ce qu'on appelle les contributions régulatrices de la biodiversité, on pourra revenir dessus sur les questions, au bénéfice des contributions matérielles, c'est-à-dire ce qu'on en extrait, si on veut dire, donc qui favorise la production et la consommation. Et bien entendu, les mécanismes d'incitation économique des systèmes actuels de gouvernance vont favoriser le développement d'activités économiques nuisibles à l'environnement. Donc ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Donc vous avez ici les facteurs de pression indirects, dont la démographie. Ici, une représentation des facteurs directs. Hein, donc les facteurs indirects agissent sur les facteurs directs, et ça va générer, j'ai pris ici deux exemples, par exemple, donc le déclin des écosystèmes naturels en moyenne de 47%, ou ici, justement, la biomasse. Donc la biomasse globale des mammifères sauvages s'est effondrée de 82% depuis 1970. Donc ça vous donne une idée un petit peu des choses. Ici, donc, les pressions indirectes, bon, on ne va pas détailler trop, simplement pour vous rappeler que le GDP, le produit intérieur brut, au niveau mondial, il augmente. Hein. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, hein, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas envie de voir cela s'inverser, hein, bien évidemment. Et par contre, vous voyez ici, l'extraction de biomasse vivante, ben, elle augmente aussi considérablement. Hein. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut naturellement prendre en compte. Voilà.
Donc, un gros point, naturellement, l'IPBES insiste beaucoup sur le rôle, je dirais, des peuples indigènes, hein, qui apportent, dans un certain nombre de situations, une aide directe à la préservation de la biodiversité. Bon, ceci dit, c'est un sujet scientifique qui est compliqué, hein, et on ne peut pas non plus le schématiser de façon trop simple. Toujours dans les messages clés du rapport, ça a été dit tout à l'heure, l'atteinte des objectifs internationaux est conditionnée à la mise en œuvre de changements en profondeur. Donc ça, c'est vraiment le grand message de l'IPBES. Et pourquoi? Parce que justement, on constate que les objectifs internationaux, on a parlé des objectifs d'Aichi, hein, et là aussi la quasi-totalité des objectifs du développement durable liés à l'environnement ne pourront pas être atteints en suivant les trajectoires actuelles, si ce n'est en opérant des changements donc systémiques, transformationnels des différents modèles, objectifs et valeurs des systèmes économiques, etc. Là, je vous montrais justement un exemple des tendances au niveau des services écosystémiques. Donc, par exemple, ici, la création et le maintien des habitats naturels. Bon, vous voyez ici les flèches. Alors, il y a un petit souci avec l'IPBES, c'est qu'ils ont des réalisateurs de graphiques qui ont envie de mettre 5 ou 6 facteurs dans le même graphique. Alors, ça devient assez vite difficile à gérer, mais on a essayé de travailler là-dessus tout de même. Et donc, vous voyez ici, donc, une tendance naturellement très négative à ce niveau-là. Et c'est pareil au niveau de la pollinisation et de la dispersion des graines et des propagules. Là, on a clairement une tendance générale à la diminution. Les objectifs d'Aichi, bon, là, le schéma a un peu survécu, mais on ne voit pas grand-chose malgré tout. Ici, là, il n'y avait que du rouge derrière, qui montrait simplement que sur la quasi-totalité des objectifs d'Aichi, on est dans une tendance négative. C'est-à-dire qu'on ne va pas les atteindre, très clairement. Et pareil avec les objectifs du développement durable, il est clair que les tendances négatives qui concernent la biodiversité et le devenir des écosystèmes vont freiner les progrès en vue de l'atteinte des fameux objectifs du développement durable, qui jouent un grand rôle aussi dans les négociations internationales. Hein. Donc dans 80% des cas, 35 sur 44, on va avoir une incidence négative. Donc la perte de biodiversité est non seulement un problème environnemental, mais aussi un enjeu qui touche le développement, l'économie, la sécurité, la société et les questions d'éthique. Voilà. Donc, comme on l'a dit, l'atteinte des objectifs internationaux est conditionnée à la mise en œuvre de changements systémiques, de changements en profondeur. Hein. Voilà, parce que quand on élabore des scénarios du futur de la biodiversité, hein, sauf ceux qui, justement, envisagent des changements systémiques transformants, on voit que les tendances négatives s'accroissent, continuent, donc jusque 2040-2050. Et là, vous voyez, sur ce schéma-là, vous voyez ici des indicateurs, donc la richesse en espèces, les contributions matérielles de la nature ou les contributions de régulation. Et vous voyez par exemple sur l'Amérique du Sud ou l'Afrique centrale, en fait, seules ces contributions matérielles augmentent et par exemple, donc la richesse en espèces s'effondre dans toutes les prévisions qui ont été citées dans les modèles de l'IPBES. Donc, il faut envisager, donc, je dirais, nous, ce que l'on dit à la FRB, c'est qu'on va dans le mur, mais on peut encore tourner avant le mur, et donc faire quelque chose, et si, comme l'a dit Yann tout à l'heure, à la fois on préserve très rapidement, hein, on sauvegarde, et en même temps, on agit sur les pressions. Hein. Donc, il est encore possible d'utiliser la biodiversité de manière durable tout en atteignant les autres objectifs sociétaux à l'échelle mondiale, si on fait un effort urgent et coordonné pour des changements en profondeur. Ces objectifs doivent concerner l'alimentation, c'est le concept de nexus, l'eau, l'énergie et le bien-être humain, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et la conservation et l'usage durable de la biodiversité. Simplement, il y a des freins actuels qui sont importants, hein, structuraux, donc il faut imaginer des changements structuraux, en particulier au niveau des modes de production agricole et aquacole, et aussi des systèmes financiers, cela a été dit. Alors, si on veut avoir un peu un regard critique sur cette évaluation IPBES, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors là, c'est faire bien, si j'ose dire, c'est la position de la FRB. Le positionnement de l'IPBES reste tout de même très anthropocentré, pour ne pas dire très souvent utilitariste. Alors on peut être d'accord avec ça, et on peut aussi avoir des éléments de critique à ce niveau-là. Sachant qu'il faut aussi conserver la biodiversité par elle-même, indépendamment justement de son utilité.
Bon, on a eu l'occasion, quelques chercheurs, de dîner avec Monsieur le Président de la République, et on lui a expliqué ça en détail. Bon, j'espère, et il l'a repris dans son discours sur le USB le lendemain. Donc on était assez contents. On n'est pas seul au monde, hein. Donc, importance des valeurs intrinsèques de la biodiversité, et importance de veiller aussi à cette libre évolution des non-humains. Bon, ça peut vous sembler un petit peu particulier, mais c'est tout de même essentiel. Aussi, une critique qui a été faite par une partie de la communauté scientifique, c'est la volonté des auteurs principaux du rapport mondial d'imposer des changements conceptuels qui ne font pas consensus au sein de la communauté scientifique, le remplacement de biodiversité par nature, qui n'a pas de définition scientifique, et le remplacement des services écosystémiques qu'on s'est battu depuis 20 ans pour tenter d'expliciter aux politiques, etc., par ce concept de contribution de la nature aux populations, au prétexte que les services écosystémiques relèvent strictement de la recherche occidentale, ce en quoi on n'est pas d'accord un certain nombre d'entre nous. Voilà. Des lacunes aussi au niveau de la non-intégration dans le résumé pour décideurs du tableau des lacunes de connaissances. Il a été rédigé par les auteurs du rapport, mais il n'a pas pu être analysé en plénière, donc il n'est pas figuré. L'absence d'un tableau des indicateurs principaux d'état et de tendance de la biodiversité qui serait très utile pour les décideurs. Il a été préparé par la France et amendé par l'auteur principal du chapitre, mais là aussi on n'a pas eu le temps de l'intégrer. Une présentation des scénarios du futur de la biodiversité, je vous les ai montrés, qui en fait, si on les lit comme cela, et si on regarde simplement les figures de l'IPBES, ça n'incite pas à l'action, parce que de toute manière, ils conduisent tous, en 2050, à des situations très négatives. Alors que d'autres scénarios de la communauté scientifique montrent qu'il est possible d'envisager réellement une amélioration à partir de cette période-là, si dans l'intervalle, politique de conservation et réduction significative des pressions sont mises en œuvre. Et ça, c'est relativement clair, hein. Donc il ne faut pas partir perdant. On peut arriver à reconquérir la biodiversité. Aussi, un point, personnellement j'ai souligné, c'est l'exclusion des régions polaires du champ de l'évaluation mondiale, alors que c'est des régions qui sont énormément impactées aujourd'hui par le changement climatique et les activités humaines. Pensez au tourisme, les centaines de gens qui débarquent sur la banquise, etc. Et ces changements auront une incidence planétaire. Alors bien sûr, moi je termine par les besoins de recherche, parce que... Voilà, hein. Donc ils ont été pointés du doigt, et c'est important pour nous dans tout ce que l'on discute au niveau, entre autres, national ou européen, de bien remettre en avant le besoin de combler les lacunes de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, on va justement vers ce concept de solution. Ces solutions, il faut qu'elles sont politiques, mais il faut qu'elles soient fondées sur la science, sur les connaissances. Or, on a encore sur beaucoup de plans des connaissances lacunaires, que ce soit sur les données, que ce soit sur les scénarios, je vous l'ai dit, hein, il y a besoin là d'un effort majeur à mettre en avant. Hein. Donc là, pour terminer, quelques images de ce grand moment, hein, ça a été tout de même quelque chose d'assez extraordinaire. Je voulais terminer sur le concept de retentissement mondial. Hein. Il y a eu un nombre de papiers dans la presse, dans l'audiovisuel, etc., considérable. Et pour nous, et vous savez que justement les auteurs principaux étaient reçus le soir même à l'Élysée, ce que nous, braves chercheurs, on avait attendu assez longtemps pour pouvoir obtenir cela. Donc ça montre bien un changement de perception, et je pense que le rapport de l'IPBES a joué un très grand rôle à ce niveau-là. Donc je vous remercie. On partage au moins deux convictions avec Humanité et Biodiversité. Et Bernard Chevessioli faisait partie de ces scientifiques qui étaient avec toi et qui ont rencontré le président de la République à Chamonix il y a une dizaine de jours. Nous aussi on croit que c'est pas foutu et qu'il faut la mise en action. Deux, et ça c'est un constat qu'on fait aussi, tout dépend de la décision politique, et de plus en plus les politiques ont besoin de s'appuyer sur des avis scientifiques, ou en tout cas requièrent les scientifiques dans le domaine du climat et de la biodiversité. Et si on veut pouvoir compter sur la recherche, il faut la financer, et elle a besoin particulièrement de moyens, et c'est un des secteurs aujourd'hui qui a été malheureusement un peu abandonné, et qui mériterait d'être réinvesti par des financements publics, puisque par contre la recherche dans le domaine du privé, elle ne s'est pas privée de se développer.